Mon mari a dit Sobert, ma nouvelle femme vivra ici 5 ans et m'a expulsé de la maison. Bonjour, je m'appelle Dominique, j'ai 58 ans et voici l'histoire la plus douloureuse et transformatrice de ma vie. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de laisser un like sur cette vidéo et de commenter d'où vous m'écoutez. Cela m'aide énormément à continuer de partager des histoires vraies comme celle-ci. Merci beaucoup. Maintenant, voici mon histoire. C'était un soir d'octobre à Lyon. La pluie fine tambourinait contre les grandes fenêtres de notre appartement dans le quartier de Croix-Rousse. J'étais dans la cuisine, préparant le dîner comme chaque soir depuis 32 ans. Du bœuf bourguignon, le plat préféré de Philippe. J'avais mis la table avec soin, allumé quelques bougies. Je voulais créer une atmosphère agréable. Ces derniers mois, quelque chose s'était brisé entre nous. Il rentrait tard, me parlait à peine, évitait mon regard. J'espérais que ce dîner pourrait nous rapprocher, même un peu. J'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur fit un petit bond. Philippe était rentré plus tôt que d'habitude. Je souriais en essuyant mes mains sur mon tablier. « Philippe, tu es déjà là ? Le dîner sera prêt dans... » Ma voix mourut dans ma gorge. Il n'était pas seul. Une femme se tenait derrière lui, grande, mince, blonde. Elle portait un tailleur noir ajusté, des talons vertigineux, un parfum lourd et entêtant qui envahit immédiatement l'espace. Elle avait peut-être 35 ans, tout au plus. Elle me regardait avec un sourire froid, calculateur. Philippe posa son manteau sur le dossier d'une chaise. Il ne me regarda même pas. Son visage était dur, fermé, comme sculpté dans la pierre. « Dominique, dit-il d'une voix plate, sans émotion, voici Mélanie, ma nouvelle femme. Elle va vivre ici maintenant. » Le monde s'arrêta. Je crus avoir mal entendu. Ma bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Mes jambes tremblaient. Je m'agrippais au comptoir de la cuisine pour ne pas tomber. « Comment tu peux ?» Philippe éclata de rire. Un rire cruel, glacial, qui me transperça comme une lame. « Regarde-toi, Dominique, tu ressembles à un rhinocéros. Mélanie, elle, c'est une vraie femme, tout ce que tu n'as jamais été. » Les larmes me montèrent aux yeux, mais je refusais de pleurer devant eux. Je serrai les poings. Mélanie s'avança, croisant les bras sur sa poitrine. Elle me toisa de haut en bas, comme si j'étais une vieille chose encombrante qu'on allait jeter à la poubelle. « Bon débarras, » dit-elle avec un sourire méprisant. « Tu ne vas pas nous faire une scène, j'espère ?» Je ne répondis pas. Pas un mot. Je ne leur donnerais pas cette satisfaction. Je montai à l'étage, mes jambes chancelantes. J'entrai dans notre chambre. Non, ce n'était plus notre chambre. C'était celle de Philippe, et bientôt celle de cette femme. Je sortis une petite valise du placard. Mes mains tremblaient tellement que j'eus du mal à l'ouvrir. Je jetai quelques vêtements à l'intérieur, des sous-vêtements, une robe, un pull. Je ne réfléchissais pas. J'agissais par automatisme, comme un robot. Je redescendis. Philippe et Mélanie étaient dans le salon, assis sur le canapé, un verre de vin à la main. Mon vin. Celui que j'avais acheté la semaine dernière au marché. Ils riaient de moi. Je traversai le salon sans les regarder. Je pris mon manteau, mes clés de voiture. Philippe ne bougea même pas. Mélanie me lança un regard triomphant. « Tu oublies quelque chose ?» demanda-t-elle avec un sourire venimeux. Je m'arrêtai. Je me retournai lentement. « Non, dis-je d'une voix calme, presque trop calme. Je n'oublie rien. » Je sortis. La pluie me gifla le visage. Je montai dans ma voiture, posai ma valise sur le siège passager. Je restai là, immobile, les mains sur le volant. Je regardais les fenêtres illuminées de l'appartement. Mon appartement. Celui que j'avais hérité de ma grand-mère. Celui où j'avais vécu toute ma vie. Philippe ne savait pas. Il ne savait pas que cette maison était à moi. Uniquement à moi. Je démarrai la voiture. Je roulais sous la pluie, les essuie-glaces balayant frénétiquement le pare-brise. Je ne savais pas où aller. Je me garai finalement devant un petit hôtel près de la gare de Perrache. Un endroit modeste, discret. Je pris une chambre. Le réceptionniste me regarda avec curiosité, mais ne dit rien. Je montai au 3e étage. La chambre était petite, froide, impersonnelle.
Un lit étroit, une commode, une fenêtre donnant sur une rue bruyante. Je m'assis sur le lit, et là, enfin, je pleurais. Je pleurais comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. Des sanglots profonds, incontrôlables, qui me déchiraient la poitrine. 32 ans de mariage, 32 ans d'amour, de sacrifice, de fidélité. Et voilà comment il me remerciait. Je me souvenais de tout, de notre rencontre à l'université. Philippe étudiait l'architecture, moi, la littérature. Il était beau, charmant, drôle. Il me faisait rire, il me faisait sentir vivante. Je me souvenais du jour où ses parents étaient morts dans un accident de voiture. Philippe s'était effondré. Il avait arrêté ses études, passé des mois enfermé dans sa chambre. C'était moi qui l'avais soutenu. Moi qui l'avais nourri, rassuré, reconstruit. Je me souvenais de la période où il était au chômage. 2 ans sans emploi. C'était mon salaire d'enseignante qui nous faisait vivre. Je travaillais aussi le soir, donnant des cours particuliers pour payer les factures. Philippe ne disait jamais merci. Il disait que c'était normal, que j'étais sa femme. Et maintenant, voilà. Il me jetait comme un vieux meuble encombrant. Je regardais mon reflet dans le miroir de la chambre, mes cheveux gris, mes rides, mon corps vieilli. « Tu ressembles à un rhinocéros ». Ces mots résonnaient encore dans ma tête. Non, non, je ne le laisserai pas gagner. Je séchai mes larmes, je pris mon téléphone. Je cherchais un numéro dans mes contacts. Maître Dupont, mon avocate, une femme brillante, redoutable. Il était tard, mais je l'appelais quand même. Elle décrocha à la 3e sonnerie. « Dominique, tout va bien ?»« Non, dis-je d'une voix ferme. Rien ne va, mais ça va changer. J'ai besoin de toi. Demain matin. C'est urgent. » Je ne dormis pas cette nuit-là. Allongé sur ce lit étroit d'hôtel, je fixais le plafond fissuré. Les bruits de la rue montaient jusqu'à ma fenêtre. Des voitures qui passaient, des rires étouffés, le sifflement du vent. Chaque bruit me ramenait à la réalité. J'avais été chassé de chez moi, de ma propre maison. Mais plus je réfléchissais, plus une certitude grandissait en moi. Philippe avait fait une erreur, une énorme erreur. À 6 heures du matin, je me levai. Je pris une douche brûlante, enfilai une robe sobre mais élégante. Je me maquillais légèrement, attachais mes cheveux en chignon. Je voulais avoir l'air forte, déterminée. Pas comme une femme brisée. À 8 heures précises, j'étais devant le cabinet de Maître Dupont, rue de la République. Elle m'attendait déjà, un café à la main. « Dominique, » dit-elle en me serrant dans ses bras, « racontez-moi tout. » Je m'assis dans son bureau, au mur tapissé de livres de droit. Je lui racontais. Tout. Philippe, Mélanie, l'humiliation, les mots cruels, l'expulsion. Maître Dupont prenait des notes, son visage devenant de plus en plus grave. « Cette maison ?» demanda-t-elle finalement. « Elle est à quel nom ?»« Au mien. Uniquement au mien. Je l'ai héritée de ma grand-mère il y a 20 ans. Philippe n'a jamais contribué financièrement. Jamais. » Maître Dupont leva les yeux, un sourire presque féroce sur les lèvres. « Alors il vient de commettre une infraction. Invasion de domicile. Vous pouvez porter plainte immédiatement. Je veux faire plus, » dis-je d'une voix calme mais déterminée. Je veux savoir qui est cette femme. Mélanie, quelque chose ne va pas. Personne ne débarque comme ça dans la vie d'un homme marié sans raison. Maître Dupont hocha la tête. Je connais un excellent enquêteur privé. Discret, efficace. Je l'appelle tout de suite. Pendant qu'elle téléphonait, je regardais par la fenêtre. Lyon s'éveillait. Les gens marchaient en vite, pressés, vivant leur vie normale. Moi, ma vie venait d'exploser. « C'est fait », dit Maître Dupont en raccrochant. « Il commence aujourd'hui. En attendant, nous allons au commissariat. Vous portez plainte. Et ensuite, nous obtenons une ordonnance d'expulsion. Philippe n'a aucun droit sur cette propriété. » Nous sortîmes ensemble. Au commissariat du 2e arrondissement, je fis ma déposition. L'officier de police était un homme d'une 50aine d'années, au regard fatigué mais bienveillant. « Madame, » dit-il après avoir pris ma plainte, « nous pouvons intervenir dès aujourd'hui. Vous êtes la propriétaire légale. Votre mari et cette femme sont en situation d'occupation illégale. Demain matin, dis-je, je veux qu'ils aient une nuit tranquille, qu'ils se croient en sécurité, et demain, je veux qu'ils comprennent. » L'officier me regarda avec une lueur de respect.
Très bien, madame. Demain à 10 heures. Je quittai le commissariat. Maître Dupont me proposa de déjeuner ensemble, mais je refusai poliment. J'avais besoin d'être seule, de réfléchir. Je marchais dans les rues de Lyon. Je passais devant des cafés où des couples riaient ensemble, devant des boutiques où des femmes essayant des robes. La vie continuait. Pour eux. Je m'arrêtais devant une brasserie que je connaissais bien, le Café des Fédérations. Philippe et moi y allions souvent, autrefois. Avant que tout devienne froid entre nous. Je commandai un verre de vin blanc. Je m'assis près de la fenêtre. Et là, je me mis à réfléchir vraiment. Quand est-ce que tout avait changé? 6 mois plus tôt, peut-être. Philippe avait commencé à rentrer tard. Il disait qu'il avait des projets importants au cabinet d'architecture. Des clients exigeants, je le croyais. Pourquoi aurais-je douté? Puis, il y avait eu les remarques. Sur mon poids, sur mes cheveux gris, sur mes rides. « Tu devrais faire quelque chose », disait-il en me regardant avec dégoût. « Tu te laisses aller. » J'avais essayé, j'avais fait du sport, j'avais changé de coiffure. Rien ne lui plaisait. Maintenant je comprenais. Il me préparait. Il me démolissait pour justifier sa trahison. Mon téléphone vibra. Un message de Maître Dupont. L'enquêteur a trouvé quelque chose. Appelez-moi. Mon cœur s'accéléra. Je sortis du café, composai son numéro. Dominique, dit-elle immédiatement. Cette femme, Mélanie, elle a un casier. Quoi? Falsification de documents. Escroquerie. Elle a arnaqué 3 hommes ces 2 dernières années. Toujours le même schéma. Elle séduit des hommes aisés, s'installe chez eux, vide leur compte et disparaît. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Et il y a plus, continua Maître Dupont. Elle a un mandat d'arrêt en cours. La police la cherche depuis 6 mois. Un sourire lent, froid, se dessina sur mes lèvres. Parfait, dis-je. Parfait. Je rentrai à l'hôtel. Je m'allongeai sur le lit, pour la première fois depuis hier soir. Je me sentais calme, presque sereine. Demain, tout allait changer. Je pris mon téléphone. J'hésitai un instant, puis composai un autre numéro. Nicolas, le frère de Philippe. Nous nous étions toujours bien entendus. Il était gentil, respectueux, tout le contraire de son frère. Il décrocha après quelques sonneries. « Dominique, c'est une surprise ?»« Nicolas, j'ai besoin de te parler. C'est important. » Sa voix se fit plus grave, inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Je lui racontais. Tout. Philippe, Mélanie, l'humiliation, l'expulsion. Il y eut un long silence. « Mon Dieu, murmura-t-il enfin. Dominique, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Personne ne savait. Je sais, dis-je doucement, mais maintenant tu sais. Et ta famille doit savoir. Philippe doit comprendre qu'il ne peut pas faire ça impunément. Je vais appeler ma mère, dit Nicolas d'une voix ferme. Elle doit savoir. Papa aussi. Philippe va entendre parler de nous. Merci, Nicolas. Non, Dominique, c'est moi qui te remercie, pour tout ce que tu as fait pour mon frère. Il ne le mérite pas. Je raccrochais. Je regardais par la fenêtre. La nuit tombait sur Lyon. Les lumières de la ville s'allumaient une à une. Demain, Philippe et Mélanie allaient avoir la surprise de leur vie. Et moi, j'allais reprendre ce qui m'appartenait. Je me réveillais à l'aube. Mon corps était tendu, chaque muscle crispé par l'anticipation. Aujourd'hui, tout allait basculer. Je pris une douche froide pour me réveiller complètement, enfilai un tailleur bleu marine que je réservais aux grandes occasions. Je voulais avoir l'air digne, irréprochable, pas comme une femme humiliée, mais comme celle qui reprend le contrôle. À 9h30, mon téléphone sonna. Maître Dupont. « Dominique, tout est prêt. La police sera là à 10h précises. L'ordonnance d'expulsion est signée. Et concernant Mélanie, ils ont le mandat d'arrêt. Elle sera placée en garde à vue immédiatement. »« Parfait, » dis-je d'une voix que je ne reconnus pas moi-même. Froide, déterminée. Je quittai l'hôtel à 9h45. Je pris un taxi jusqu'à Croix-Rousse. Le chauffeur essaya de faire la conversation, mais je restais silencieuse, regardant défiler les rues de Lyon. Mon Lyon, ma ville. Le taxi me déposa à quelques mètres de l'appartement. Je restai en retrait, caché derrière un arbre. À 10h pile,
2 voitures de police se garèrent devant l'immeuble. 4 agents en sortirent. Maître Dupont était là aussi, une mallette à la main. Je l'ai suivi à distance. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Les policiers montèrent au 3e étage. Moi aussi. Je restais dans l'escalier, juste assez loin pour ne pas être vu, mais assez près pour tout entendre. Un des agents frappa à la porte, fort. 3 coups secs. « Police! Ouvrez !» J'entendis des bruits de pas précipités à l'intérieur, des voix étouffées. Puis la porte s'ouvrit. Qu'est-ce que... Que se passe-t-il? C'était la voix de Philippe, ensommeillée, confuse. « Monsieur Philippe Moreau? Oui, c'est moi, mais je ne comprends pas. Vous êtes en situation d'occupation illégale de ce domicile. Ce bien appartient à Madame Dominique Leclerc. Vous avez 2 heures pour rassembler vos affaires et quitter les lieux. » Le silence qui suivit fut délicieux. Je l'imaginais, figé, la bouche ouverte, incapable de comprendre. « C'est impossible, » cria-t-il soudain. « J'habite ici depuis plus de 30 ans. »« Le bien est au nom de Madame Leclerc uniquement, » répondit l'agent d'une voix neutre. « Vous n'avez aucun droit légal sur cette propriété. » Mais... Puis j'entendis une autre voix. Mélanie, aiguë, paniquée. « C'est ridicule. Vous ne pouvez pas faire ça. Madame, votre nom? Mélanie Fontaine. Et je vous préviens, j'ai des avocats qui... Mélanie Fontaine? L'agent marqua une pause, un instant. J'entendis des chuchotements, des bruits de radio. Puis la voix de l'agent, plus ferme cette fois. Mademoiselle Fontaine, vous êtes en état d'arrestation. Un mandat a été émis contre vous pour falsification de documents et escroquerie. Quoi? Le cri de Mélanie résonna dans tout l'escalier. J'entendis une bousculade, des protestations, le cliquetis des menottes. « Vous n'avez pas le droit, lâchez-moi! Philippe, fais quelque chose !» Mais Philippe ne dit rien, rien du tout. Je montai lentement les dernières marches. J'apparus dans l'encadrement de la porte. Mélanie était menottée, le visage déformé par la rage et la peur. Philippe était debout, en pyjama, les cheveux en bataille, le teint livide. Nos regards se croisèrent. Il ouvrit la bouche, la referma, ouvrit à nouveau. « Dominique, tu ne peux pas. »« Si, dis-je calmement. Je peux et je le fais. » Mélanie se débattait entre les 2 agents qui la maintenaient. « Sale garce !» hurla-t-elle. « Tu vas me le payer !» Je ne lui accordai même pas un regard. Je m'adressai directement à Philippe. « Tu as 2 heures. Prends tes affaires personnelles. Rien d'autre. Tout ce qui est dans cet appartement m'appartient. Avant de continuer, si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Cela m'aide vraiment beaucoup. Merci !» Philippe s'approcha de moi, les mains tremblantes. « Dominique, s'il te plaît, on peut parler. On peut... » « Parler ?» Je ris, un rire sans joie. « Tu voulais parler quand tu m'as traité de rhinocéros? Quand tu m'as expulsé de ma propre maison? Quand tu as installé cette femme dans mon lit ?» Il baissa les yeux. « J'ai fait une erreur. Je ne savais pas qu'elle. » « Qu'elle était une criminelle ?» terminai-je à sa place. « Bien sûr que tu ne savais pas. Tu étais trop occupé à me détruire pour voir qui elle était vraiment. » Mélanie continuait de hurler pendant que les policiers l'emmenaient. Ses cris résonnèrent dans la cage d'escalier, de plus en plus faibles, jusqu'à disparaître complètement. Maître Dupont entra dans l'appartement, me rejoignit. « Dominique, voulez-vous que nous restions pendant qu'il rassemble ses affaires ?»« Non, dis-je. Je veux qu'il parte, maintenant. » Philippe me regarda, les yeux remplis de larmes, de vraies larmes. Pour la première fois depuis des années, il pleurait devant moi. « Dominique, 32 ans. Tu ne peux pas effacer 32 ans comme ça. »« C'est toi qui les as effacés, » dis-je d'une voix glaciale. « Pas moi. » Il hocha la tête lentement, vaincu. Il monta à l'étage. J'entendis les placards s'ouvrir, les tiroirs claquer. Il redescendit 15 minutes plus tard, 2 valises à la main. Son visage était gris, creusé. « Où vais-je aller ?» murmura-t-il. « Ce n'est plus mon problème. » Il resta là, debout, dans l'entrée de ce qui avait été notre maison. Il ouvrit la bouche, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais aucun mot ne sortit. Il baissa la tête et sortit. La porte se referma derrière lui. Je restai immobile,
Les agents de police partirent aussi. Maître Dupont posa une main sur mon épaule. « Vous allez bien ?» Je hochai la tête. Oui, j'allais bien. Pour la première fois depuis des mois, j'allais bien. « Je vais vous laisser, » dit-elle doucement. « Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Elle partit. Je me retrouvai seule, dans mon appartement. Mon appartement. Je marchais lentement à travers les pièces, le salon, la cuisine, la chambre. Tout était exactement comme avant, mais différent, vide de sa présence toxique. Je m'assis sur le canapé. Je regardais autour de moi, les murs que j'avais peints, les meubles que j'avais choisis, les photos de ma famille, pas de la sienne, de la mienne. Mon téléphone sonna. Nicolas. « Dominique, je viens de parler à Philippe. Il m'a tout raconté. Enfin, sa version. » Et ? Maman est effondrée. Papa refuse de lui parler. Toute la famille est au courant maintenant. Il a détruit ta confiance, ton mariage, et pour une criminelle. Je fermai les yeux. Merci de me soutenir, Nicolas. Toujours, Dominique, toujours. Je raccrochais. La nuit tombait sur Lyon. Les lumières de la ville scintillaient par la fenêtre. Et moi, Dominique, 58 ans, je venais de reprendre ma vie. Mais ce n'était que le début. Les jours suivants furent étranges, silencieux. J'errais dans l'appartement comme un fantôme dans sa propre maison. Chaque pièce portait encore l'empreinte de Philippe, son odeur dans la salle de bain, ses livres d'architecture sur les étagères, la marque de sa tasse de café sur le comptoir de la cuisine. Je devais tout effacer, tout recommencer. 3 jours après son expulsion, mon téléphone sonna. C'était l'enquêteur privé que Maître Dupont avait engagé, un homme à la voix grave, professionnel. « Madame Leclerc, j'ai du nouveau. Pouvons-nous nous rencontrer ?»« Bien sûr. Où ?»« Café de la Paix, place de la République, dans 1 heure. » Je m'habillai rapidement, pris mon sac et sortis. Le café était bondé, mais je le repérai immédiatement. Un homme d'une 50aine d'années, cheveux gris courts, costume sobre. Il se leva à mon arrivée. « Madame Leclerc, asseyez-vous, je vous en prie. » Je m'assis. Il sortit une enveloppe Kraft de sa mallette, la posa sur la table entre nous. « Ce que j'ai découvert est troublant, » dit-il en baissant la voix. « Mélanie Fontaine n'est pas seulement une escroque ordinaire. Elle fait partie d'un réseau organisé. » Mon sang se glaça. « Un réseau ? » ?»« Oui. 3 autres femmes travaillent avec elle. Elles ciblent des hommes mariés, aisés, dans la 50aine. Elles les séduisent, s'installent chez eux, et ensuite... Il ouvrit l'enveloppe, en sortit plusieurs documents. Des photos, des relevés bancaires, des contrats. Ensuite, elle vit de leur compte. Mais ce n'est pas tout. Regardez ceci. Il me tendit une photo. Mélanie, devant un notaire. À côté d'elle, un homme que je ne connaissais pas. Cet homme s'appelle Jean-Marc Duval. Il a 53 ans, architecte comme votre mari. Il y a 6 mois, Mélanie l'a convaincu de vendre sa maison et de placer l'argent sur un compte joint. 2 semaines plus tard, elle avait disparu avec 300 000 €. Je portais la main à ma bouche. Mon Dieu. Et votre mari, continua l'enquêteur. Elle avait un plan similaire pour lui. Regardez. Il sortit d'autres documents, des faux contrats, des formulaires de prêt. Tout portait la signature de Philippe, mais c'était une falsification. Elle voulait utiliser votre appartement comme garantie pour un emprunt frauduleux. 80 000 €. Votre mari aurait été tenu responsable. Vous aussi, en tant qu'épouse. Je sentis mes mains trembler. Mais pourquoi Philippe? Comment l'a-t-elle trouvé? L'enquêteur marqua une pause, me regarda droit dans les yeux. Madame, c'est là que ça devient vraiment troublant. Philippe ne l'a pas rencontré par hasard. Mon cœur s'arrêta. Que voulez-vous dire? Mélanie a été introduite auprès de votre mari par quelqu'un qu'il connaît, quelqu'un de proche. Qui? Il sortit une dernière photo. 2 personnes assises à une terrasse de café. Mélanie et un homme que je reconnus immédiatement. Olivier, le meilleur ami de Philippe depuis 20 ans. Je ne pouvais plus respirer. Olivier? Murmurai-je, incrédule. Olivier Bertrand est impliqué dans cette affaire. Nous pensons qu'il touche une commission sur chaque arnaque réussie. Il présente les hommes, Mélanie fait le reste. Je fermai les yeux. Olivier.
Cet homme que j'avais invité chez nous des centaines de fois, qui avait dîné à notre table, qui avait ri avec nous. Philippe sait-il? Non, j'en suis certain. Votre mari est une victime, comme les autres. Une victime. Philippe, une victime. L'ironie était cruelle. Que fait la police? Ils enquêtent. Mélanie est en garde à vue, mais elle refuse de parler. Sans son témoignage, difficile d'impliquer Olivier. Mais nous avons des preuves, des photos, des relevés bancaires. Ça prendra du temps, mais nous les aurons. Je remis les documents dans l'enveloppe, mes mains tremblant toujours. Merci, dis-je d'une voix faible. Merci pour tout. Il y a autre chose, ajouta-t-il avant que je ne parte. Votre mari essaie de vous contacter. Il a laissé 7 messages à mon bureau. Il veut vous parler. Non. Il dit que c'est urgent, qu'il a quelque chose d'important à vous dire. Je ne veux pas lui parler. L'enquêteur hocha la tête, respectant ma décision. Je quittai le café, l'enveloppe serrée contre ma poitrine. Je marchais dans les rues sans but, essayant de digérer tout ce que je venais d'apprendre. Philippe n'avait pas seulement trahi notre mariage. Il avait été manipulé, utilisé, par son propre ami. Mais cela changeait-il quelque chose? Il m'avait humilié. Il m'avait traité de rhinocéros. Il m'avait chassé de ma propre maison. Non. Rien ne pouvait excuser ça. Mon téléphone vibra. Un message de Nicolas. Dominique, Philippe est chez moi. Il ne va pas bien. Il dort sur le canapé. Il ne mange presque pas. Je sais que tu es en colère, mais il est détruit. Je ne répondis pas. Je rentrai chez moi. Je montai à l'étage, ouvris le placard de Philippe. Ses vêtements étaient encore là, ses costumes, ses chemises, ses chaussures. Je pris tout. Je mis tout dans des sacs poubelles. Tout. Je descendis les sacs dans la cave. Demain, je les jetterai. Je nettoyai la salle de bain. Je changeai les draps du lit. J'ouvris toutes les fenêtres pour chasser son odeur. Et pendant que je faisais tout ça, je pleurais. Pas de tristesse, de rage, de colère. Contre lui, contre Mélanie, contre Olivier, contre le monde entier. Le soir, je reçus un appel de Maître Dupont. « Dominique, nous avons un problème. »« Quoi ?» Philippe a déposé une demande de pension alimentaire. Il dit qu'il n'a nulle part où aller, aucune ressource. Il demande que vous l'aidiez financièrement. Je ris, un rire amer, hystérique. Il veut que je l'aide? Après ce qu'il m'a fait? C'est légal. Vous êtes encore mariés. Le divorce n'est pas prononcé. Alors divorcez-nous, vite. Cela prendra du temps, mais je vais faire de mon mieux. Je raccrochai, jetai mon téléphone sur le canapé. Philippe voulait mon aide. Philippe, qui m'avait détruite, voulait que je le sauve. Non, jamais. Cette nuit-là, je fis un rêve étrange. Philippe était devant moi, à genoux, les mains jointes. Il pleurait, me suppliant, mais je ne disais rien. Je me contentais de le regarder, froide, impassible. Quand je me réveillais, j'étais en sueur. Il faisait encore nuit. Je me levai, bus un verre d'eau, je regardais par la fenêtre. Léon dormait. Mais moi, je ne dormais plus. Une semaine passa. Une semaine durant laquelle je ne répondis à aucun appel de Philippe. Il m'envoyait des messages, des dizaines. Je les lisais tous, mais n'en répondais aucun. Dominique, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'ai été manipulée. Je ne savais pas. Je suis désolée, tellement désolée. Parle-moi, juste une fois. Chaque message me révoltait davantage. Il voulait ma pitié, mais je n'en avais plus. Plus pour lui. Un matin, alors que je prenais mon café dans la cuisine, on sonna à la porte. J'hésitais. Qui pouvait venir si tôt? J'allais ouvrir prudemment. C'était Nicolas. Il avait l'air épuisé, des cernes profonds sous les yeux, les traits tirés. « Dominique, dit-il d'une voix fatiguée, je peux entrer ?» Je m'écartai. Il entra, regarda autour de lui. L'appartement était différent maintenant. J'avais déplacé les meubles, accroché de nouveaux tableaux, effacé toute trace de Philippe. « Tu as changé des choses, observa-t-il. « Oui, je dois avancer. » Nicolas s'assit sur le canapé, passa une main dans ses cheveux. « Philippe va très mal, Dominique, vraiment mal. Il ne dort plus. Il ne mange presque rien. Il passe ses journées allongé sur mon canapé, à fixer le plafond. Ce n'est pas mon problème. Je sais que tu es en colère.
Tu as toutes les raisons de l'être. Mais c'est quand même mon frère. Je croisai les bras. Ton frère m'a humilié devant une inconnue. Il m'a chassé de ma propre maison. Il m'a traité de rhinocéros. Il mérite ce qui lui arrive. Nicolas baissa les yeux. Il a fait des choses impardonnables. Je ne le nie pas. Mais il ne savait pas pour Mélanie. Il ne savait pas qu'elle était une criminelle. Et alors ? Dis-je sèchement. Ça excuse tout ? Il m'a trahi. Il m'a brisé. Le fait qu'il ait été manipulé ne change rien. Nicolas soupira profondément. Tu as raison. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose d'important. Je m'assis en face de lui, les bras toujours croisés. Quoi ? Philippe a découvert pour Olivier. Il sait que c'est lui qui l'a mis en contact avec Mélanie. Il est allé le voir hier. Mon cœur fit un bond. Et ? Ils se sont battus. Physiquement, Philippe l'a frappé. Olivier a porté plainte. Philippe risque une condamnation pour agression. Je restais silencieuse. Une part de moi éprouvait une satisfaction perverse. Philippe souffrait. Il payait. Mais une autre part, plus profonde, ressentait quelque chose d'étrange. De la tristesse ? De la pitié ? Non, je refusais de ressentir cela. Ce n'est pas mon problème, répétai-je. Nicolas se leva, me regarda avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Déception ? Compréhension ? Très bien, dit-il doucement. Je ne te demande pas de lui pardonner. Je te demande juste de l'écouter, une fois. Ensuite, tu feras ce que tu veux. Non. Dominique. Non, Nicolas, je ne lui dois rien, plus rien. Il hocha la tête lentement, se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna. Tu sais ce qui me fait le plus mal dans tout ça ? Ce n'est pas ce que Philippe t'a fait, c'est que cette histoire vous a détruits tous les deux. Il n'y aura pas de vainqueur. Seulement des ruines. Il partit. Je restais immobile, ces mots résonnant dans ma tête. Des ruines. Oui. C'était exactement ce que nous étions devenus. 2 jours plus tard, je reçus un appel de l'enquêteur. Madame Leclerc, nous avons du nouveau. Olivier Bertrand a été arrêté ce matin. Mélanie a finalement parlé. Elle a donné tous les noms, tous les détails. Il est impliqué dans 7 affaires d'escroquerie. Il va être jugé. Et pour Philippe ? Votre mari est blanchi, il était une victime. Comme les 6 autres hommes, la police a les preuves. Je raccrochais, le cœur étrangement lourd. Philippe était innocent, du moins de l'escroquerie, mais pas de la trahison. Pas de l'humiliation. Mon téléphone vibra. Un nouveau message, pas de Philippe cette fois, de Maître Dupont. Dominique, le divorce peut être prononcé rapidement. Voulez-vous poursuivre ? Je fixais l'écran pendant de longues minutes. 32 ans. 32 ans de mariage, de vie commune, de souvenirs, de rires, de larmes, tout ça pour finir comme ça. Je tapais ma réponse. Oui, poursuivez. Le soir même, alors que je dînais seule dans la cuisine, on sonna à nouveau. J'allais ouvrir, agacée. C'était Philippe. Il se tenait sur le palier, maigre, le visage creusé, les yeux rouges. Il portait un vieux jean et un pull informe. Il avait vieilli de 10 ans en 2 semaines. « Dominique, dit-il d'une voix brisée, s'il te plaît, laisse-moi entrer, juste 5 minutes. »« Non, s'il te plaît, je t'en supplie, va-t'en, Philippe. Je sais tout, je sais pour Olivier, je sais pour Mélanie, je sais que j'ai été manipulée, mais ça ne change rien. J'ai été horrible avec toi, je le sais. Alors pourquoi es-tu là ?» Il me regarda, les larmes coulant sur ses joues. « Parce que je t'aime, parce que j'ai toujours aimé, et j'ai tout gâché, tout. Tu m'aimes. » Je ris amèrement. « Tu m'as traité de rhinocéros, tu m'as chassé de ma propre maison, tu m'as remplacé par une criminelle. C'est ça ton amour. » J'étais aveuglée, par l'orgueil, par la peur de vieillir, par la vanité. Mélanie me faisait sentir jeune, désirable. Je pensais que c'était ça le bonheur. Mais j'avais tort. Trop tard. Dominique, je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de me laisser te dire une dernière chose. Je croisais les bras, attendant. Il prit une grande inspiration. Quand mes parents sont morts, je voulais mourir aussi. Je ne voyais plus de sens à ma vie. C'est toi qui m'as sauvée, toi qui m'as donné une raison de continuer. Quand j'étais au chômage, humilié, détruit,
C'est toi qui m'as relevé. Toi qui as cru en moi. Et comment je t'ai remercié? En te détruisant à ton tour. Il sanglotait maintenant, incapable de retenir ses larmes. Je suis un monstre, je le sais, mais je veux que tu saches une chose, une seule. Tu as été la meilleure partie de ma vie, la seule vraie, et je l'ai détruite de mes propres mains. Je sentis quelque chose se briser en moi, pas de la pitié, pas du pardon, juste une immense tristesse. Au revoir, Philippe, dis-je doucement. Je fermai la porte. De l'autre côté, je l'entendis pleurer, longtemps. Puis ses pas s'éloignèrent dans l'escalier. Je m'adossai à la porte, fermai les yeux. C'était fini, vraiment fini. Les semaines suivantes furent un tourbillon administratif. Rendez-vous chez l'avocate, signature de documents, procédure de divorce. Chaque papier signé était une libération. Chaque tampon officiel effaçait un peu plus Philippe de ma vie. Maître Dupont me tenait informé de tout. Le divorce sera prononcé dans 3 mois. Philippe ne conteste rien. Il a renoncé à toute demande financière. Il veut juste que ce soit terminé. Parfait, dis-je. Il y a aussi l'affaire Olivier Bertrand. Le procès aura lieu en décembre. Vous serez peut-être appelé à témoigner. Je témoignerai. J'avais repris ma vie en main, lentement, méthodiquement. J'avais fait repeindre l'appartement. Blanc cassé dans le salon, bleu clair dans la chambre. J'avais changé les meubles, donné les vieux à une association caritative. J'avais même acheté de nouvelles plantes vertes pour les fenêtres. L'appartement respirait différemment maintenant. Il était à moi. Vraiment à moi. Un matin de novembre, alors que je prenais mon café sur le balcon, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Allô? Madame Leclerc? Ici le commissariat du 2e arrondissement. Nous vous appelons au sujet de votre mari. Mon cœur se serra. Que se passe-t-il? Monsieur Moreau a été hospitalisé hier soir. Malaise. Il est actuellement aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot. Comment va-t-il? Stable, mais il demande à vous voir. Pouvons-nous lui transmettre votre numéro? J'hésitais. Longtemps. Non, dis-je finalement. Je ne veux pas le voir. Très bien, madame. Bonne journée. Je raccrochais. Mes mains tremblaient. Philippe était à l'hôpital, seul, malade. Et je ne voulais pas le voir. Étais-je devenue cruelle? Insensible? Ou simplement quelqu'un qui se protégeait? Mon téléphone sonna à nouveau. Nicolas. Dominique, tu es au courant? Oui, l'hôpital vient d'appeler. Tu vas y aller? Non. Dominique, il est dans un état grave. Le médecin parle de dépression sévère, d'épuisement. Il ne prend plus soin de lui. Ce n'est pas mon problème, Nicolas. Je te l'ai déjà dit. Je sais, mais c'est quand même un être humain. Ton mari pendant 32 ans. Mon ex-mari bientôt. Nicolas soupira. Très bien. Je respecte ta décision, mais sache que je serai là-bas si tu changes d'avis. Je ne changeai pas d'avis. Les jours passèrent. Nicolas m'envoyait des nouvelles par message. Philippe était sorti de l'hôpital. Il vivait toujours chez lui, sur le canapé. Il avait trouvé un petit travail dans une agence d'architecture, mais gagnait à peine de quoi survivre. Je lisais ses messages sans émotion, comme si on me parlait d'un étranger. Début décembre, le procès d'Olivier Bertrand commença. Je fus convoqué comme témoin. Je me présentais au tribunal, habillé sobrement, dignement. La salle d'audience était pleine. Des journalistes, des victimes, des avocats. Et au fond, seul, Philippe. Nos regards se croisèrent une fraction de seconde. Il détourna les yeux immédiatement. J'étais appelé à la barre. Je racontais tout. Comment Olivier avait toujours été proche de Philippe. Comment je ne m'étais jamais douté de rien. Comment j'avais découvert son implication. L'avocat d'Olivier essaya de me déstabiliser. « Madame Leclerc, n'est-il pas vrai que vous cherchez un coupable pour justifier l'échec de votre mariage ?» Je le regardais droit dans les yeux. « Mon mariage a échoué à cause de la trahison de mon mari et de la manipulation de votre client. Ce sont des faits, pas des opinions. » L'avocat se rassit, vaincu. Olivier fut condamné à 5 ans de prison ferme. 7 victimes avaient témoigné. Les preuves étaient accablantes. En sortant du tribunal, je sentis une main sur mon épaule. « Philippe,
Dominique, merci d'avoir témoigné. Je me retournai. Il avait encore maigri. Son costume flottait sur son corps. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour la justice. Je sais, mais quand même. Merci. Il hésita, puis ajouta d'une voix tremblante. Le divorce sera prononcé la semaine prochaine. Je voulais juste te dire. Je suis désolée. Pour tout. Tu méritais mieux. Oui, dis-je simplement. Je méritais mieux. Je partis sans me retourner. La semaine suivante, le divorce fut prononcé. 32 ans de mariage dissous en 15 minutes devant un juge. Pas de dispute, pas de drame. Juste 2 signatures et un tampon officiel. Je sortis du tribunal, libre. Vraiment libre. Ce soir-là, je m'offris un dîner au restaurant. Seul. Un bon vin, un plat raffiné, un dessert décadent. Je savourais chaque bouchée, chaque gorgée. Des couples dînaient autour de moi. Des rires, des conversations, des mains qui se touchaient. J'étais seule, mais je n'étais pas malheureuse. Mon téléphone vibra. Un message de Nicolas. Philippe a quitté Lyon. Il est parti vivre à Marseille. Il veut recommencer ailleurs. Je voulais que tu le saches. Je lus le message plusieurs fois. Philippe était parti. Loin. Pour toujours, probablement. Une part de moi ressentit du soulagement. Une autre, minuscule, ressentit quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. Mais je chassais cette émotion. Philippe appartenait au passé, et le passé devait rester où il était. Je levai mon verre de vin, seul à ma table. « À la liberté », murmurai-je. Je bus, et pour la première fois depuis des mois, je souris, un vrai sourire. La serveuse s'approcha. « Tout va bien, madame ?»« Oui, » dis-je, sincèrement. « Tout va très bien. » Elle sourit et repartit. Je regardais par la fenêtre. Lyon scintillait sous les lumières de Noël. La ville était belle. La vie était belle. Et moi, Dominique, 58 ans, divorcée, seule, j'étais enfin en paix. Je rentrais chez moi à pied, malgré le froid. Je voulais savourer cette sensation de légèreté, cette liberté retrouvée. En arrivant devant mon immeuble, je levai les yeux vers les fenêtres de mon appartement. Les lumières étaient allumées, mon chez-moi, mon refuge. Je montais les escaliers lentement, savourant chaque marche. J'ouvris la porte. L'appartement sentait le café et la lavande. J'avais mis des bougies parfumées partout. Je m'assis sur le canapé, fermai les yeux. Demain, je commencerai à penser à l'avenir, à ce que je voulais faire de ma vie. Peut-être voyager, peut-être reprendre mes études, peut-être simplement profiter de chaque jour. Mais ce soir, je voulais juste savourer ce moment. Cette paix, cette liberté. Philippe était parti. Mélanie était en prison. Olivier aussi. Et moi, j'étais là. Debout. Forte. Vivante. J'avais survécu. Les mois d'hiver passèrent doucement. Décembre, janvier, février. Lyon se couvrit de neige, puis de pluie, puis de timides rayons de soleil. Et moi, je renaissais peu à peu. Je m'étais inscrite à un cours de peinture. Chaque mardi soir, je me rendais dans un atelier près de la place des terreaux. Une dizaine de personnes, toutes des femmes de mon âge, ou presque. Nous peignions des natures mortes, des paysages, parfois nos propres souvenirs. L'animatrice s'appelait Claire, une femme aux cheveux blancs, au sourire doux, qui nous encourageait sans jamais nous juger. « La peinture, c'est comme la vie », disait-elle souvent. « Il faut accepter les imperfections. Ce sont elles qui rendent l'œuvre belle. » Je me liai d'amitié avec 2 femmes du groupe. Martine, 62 ans, veuve depuis 3 ans. Et Anne, 54 ans, divorcée comme moi. Nous avions toutes les 3 traversé des épreuves, des trahisons, des pertes. Mais nous étions là, debout, un pinceau à la main. Après les cours, nous allions boire un verre dans un petit bar de la rue Saint-Jean. Nous parlions de tout, de nos enfants, de nos peurs, de nos rêves. Jamais je ne m'étais sentie aussi comprise. Un soir de mars, alors que nous buvions un vin chaud, Martine me regarda avec un sourire malicieux. « Dominique, tu as changé, tu rayonnes. Tu trouves ? Oui. Quand tu es arrivée en décembre, tu avais l'air d'un fantôme. Maintenant, tu es vivante. » Anne hocha la tête. « Elle a raison. Tu souris plus. Tu parles plus fort. Tu prends ta place. » Je les regardais toutes les deux, émues. « C'est grâce à vous. Et à ces cours.
J'avais besoin de ça, de retrouver qui j'étais. Martine posa sa main sur la mienne. On ne retrouve jamais qui on était, ma chérie. On découvre qui on devient. Ces mots résonnèrent en moi pendant des jours. Qui j'étais devenue? Une femme plus forte, plus indépendante, plus consciente de sa valeur. En avril, je reçus un appel inattendu. C'était Nicolas. « Dominique, j'espère que je ne te dérange pas. »« Non, pas du tout. Comment vas-tu ?»« Bien. Écoute, je t'appelle parce que Philippe veut vendre ses parts de l'agence d'architecture où il travaillait. Il a besoin d'argent. Il m'a demandé si tu serais intéressé. » Je fronçai les sourcils. « Pourquoi moi ? » ?»« Parce que tu as toujours aimé l'architecture. Tu en parlais souvent quand vous étiez ensemble. Il pense que ça pourrait t'intéresser. » Je réfléchis. C'était vrai. J'avais toujours été passionnée par l'architecture. J'avais même failli faire des études dans ce domaine avant de choisir la littérature. Combien demande-t-il ? 50 000 €. C'est une bonne affaire. L'agence est rentable. Je vais y réfléchir. Je raccrochais. L'idée me trottait dans la tête. Investir dans une agence d'architecture, devenir associé, participer à des projets créatifs. Pourquoi pas ? Je pris rendez-vous avec Maître Dupont. Elle étudia les documents, hocha la tête. C'est une bonne opportunité, Dominique. L'agence a un bon chiffre d'affaires, des clients réguliers. Et 50 000 €, ce n'est pas excessif. Mais c'est l'agence de Philippe. Je ne veux pas avoir de contact avec lui. Il n'y travaille plus. Il a démissionné. Il veut juste vendre ses parts et tourner la page. Je signais. 1 mois plus tard, j'étais officiellement associé d'une agence d'architecture lyonnaise. Moi, Dominique, 58 ans, professeur de littérature à la retraite, j'avais un nouveau projet. Les autres associés m'accueillirent avec bienveillance. Ils savaient qui j'étais, évidemment. Mais ils ne parlèrent jamais de Philippe. Ils me traitèrent comme une égale. Je participais aux réunions, donnais mon avis sur les projets, proposais même quelques idées qui furent retenues. Je me sentais utile, vivante, impliquée. Un soir de mai, alors que je rentrais d'une réunion, je croisai quelqu'un dans la rue, un homme d'une 60aine d'années, élégant, au sourire chaleureux. « Excusez-moi, madame, je crois que vous avez perdu ceci. » Il me tendit mon foulard. Je ne m'étais même pas rendu compte qu'il était tombé. « Oh, merci, c'est très gentil. »« De rien. Belle soirée, n'est-ce pas ?»« Oui, très belle. » Nous nous regardâmes quelques secondes, puis il sourit, s'éloigna. Je restais là, le foulard dans les mains, troublé. Pourquoi ce simple échange m'avait-il fait autant d'effet ? Le lendemain, je le revis, au même endroit. Il lisait un journal sur un banc. « Tiens, la dame au foulard, » dit-il en souriant. « Tiens, le gentilhomme, » répondis-je. Nous éclatâmes de rire. « Je m'appelle Alain, » dit-il en me tendant la main. « Dominique. » Nous commençâmes à parler. De tout, de rien. Il était architecte à la retraite, veuf depuis 5 ans. Il aimait la lecture, les voyages, les longues promenades. « Vous habitez le quartier ?» demanda-t-il. « Oui, juste là. Et vous ?»« Rue Mercière, pas très loin. » Nous nous revîmes, d'abord par hasard, puis volontairement. Un café par-ci, un déjeuner par-là. Rien de romantique, juste 2 personnes qui apprécièrent la compagnie de l'autre. Un jour, Alain me posa la question que je redoutais. « Dominique, je sais que ce n'est pas facile d'en parler, mais... Vous êtes marié ? Divorcé, depuis janvier. Je vois, et... C'était difficile ? Très, mais nécessaire. » Il hocha la tête, respectueux. « Je comprends. Ma femme est décédée d'un cancer. Pendant longtemps, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais regarder une autre femme. Mais la vie continue. Elle nous force à continuer. Oui, murmurai-je. Elle nous force. Alain devint mon ami, mon confident. Il me parlait de ses projets d'architecture passés, je lui parlais de mes cours de peinture. Nous rions ensemble, partagions des silences confortables. Un soir de juin, alors que nous dînions dans un petit restaurant près du Rhône, il me regarda avec sérieux. « Dominique, je dois vous dire quelque chose. » Mon cœur se serra. « Quoi ? J'apprécie énormément votre compagnie. Vraiment. Mais je ne veux pas vous donner de fausses espérances. Je ne cherche pas une relation amoureuse. Pas maintenant. Peut-être jamais. » Je souris, soulagé. «
Moi non plus, Alain. Je viens tout juste de retrouver ma liberté. Je n'ai aucune envie de la perdre. Il sourit à son tour, visiblement soulagé lui aussi. Alors nous sommes d'accord. Des amis, juste des amis. Juste des amis. Nous trinquâmes. Et je réalisais quelque chose d'important. Je n'avais pas besoin d'un homme pour être heureuse. J'avais besoin de moi, de mes amis, de mes projets, de ma vie. Le reste, c'était juste du bonus. L'été arriva sur Lyon, chaud, lumineux, vibrant. La ville se transformait, les terrasses se remplissaient, les rires résonnaient dans les rues, la vie explosait partout. Et moi, je vivais, vraiment. Un matin de juillet, je reçus un appel de Nicolas. « Dominique, j'ai quelque chose à te dire. C'est au sujet de Philippe. » Mon cœur fit un petit saut, malgré moi. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Il s'est remarié. » Le silence qui suivit fut long, très long. « Dominique, tu es là ?»« Oui. »« Je suis là. Il s'est remarié avec qui ?»« Une femme qu'il a rencontrée à Marseille. Elle s'appelle Hélène, professeure d'histoire. Ils se sont mariés la semaine dernière. Petite cérémonie, juste la famille proche. » Je vois. Et il va bien? Il a l'air heureux. Enfin, aussi heureux qu'on peut l'être après tout ce qui s'est passé. Il m'a demandé de te transmettre quelque chose. Quoi? Il dit qu'il ne t'oubliera jamais, que tu resteras toujours la plus belle partie de sa vie, même s'il l'a détruite. Les larmes me montèrent aux yeux. Pas de tristesse, pas de regret, juste une émotion profonde, complexe. Merci de me l'avoir dit, Nicolas. Il voulait aussi que tu saches qu'il ne reviendra jamais à Lyon. Il ne veut pas risquer de te croiser. Il pense que ce serait trop douloureux, pour vous deux. C'est mieux comme ça. Tu vas bien, Dominique? Oui, Nicolas. Je vais bien. Vraiment bien. Je raccrochais. Je restais assise sur mon canapé, regardant par la fenêtre. Philippe s'était remarié. Il avait refait sa vie. Et moi? Moi aussi j'avais refait ma vie. Différemment. Mais je l'avais faite. Ce soir-là, j'organisais un dîner chez moi. Martine, Anne, Claire de l'atelier de peinture, Alain, Nicolas et sa femme. 7 personnes autour de ma table. 7 personnes qui m'aimaient pour ce que j'étais. Nous rîmes, nous parlâmes, nous bûmes du bon vin. L'appartement résonnait de joie, de vie. À un moment, Martine leva son verre. À Dominique, la femme la plus courageuse que je connaisse. « À Dominique !» répétèrent-ils tous en chœur. Je sentis les larmes couler sur mes joues. Des larmes de bonheur cette fois. « Merci » murmurai-je. « Merci d'être là. Merci d'être dans ma vie. » Anne me prit la main. « C'est toi qui nous as inspirés, Dominique. Tu nous as montré qu'on peut tomber et se relever, qu'on peut être trahi et retrouver sa dignité, qu'on peut perdre tout et tout reconstruire. » Après le dîner, tout le monde partit, sauf Alain. Il m'aida à débarrasser la table, à laver la vaisselle. « Belle soirée » dit-il en essuyant un verre. « Oui, magnifique. » Il me regarda, hésitant. « Dominique, je peux te poser une question personnelle ? » « Bien sûr. Tu penses encore à lui, à Philippe ?» Je réfléchis longuement avant de répondre. « Oui, parfois. On ne peut pas effacer 32 ans comme ça, mais ce n'est plus de l'amour, c'est juste de la nostalgie pour ce qui aurait pu être, pour ce qui n'a jamais été. Je comprends, moi aussi, je pense encore à ma femme, mais la douleur s'estompe, elle laisse place à autre chose. À quoi? À la gratitude pour ce qui a été et à l'espoir pour ce qui sera. Il avait raison, la gratitude et l'espoir. C'était exactement ça. Alain partit vers minuit. Je restai seule dans mon appartement. Je fis le tour des pièces, éteignant les lumières une à une. Dans la chambre, je m'arrêtais devant le miroir. Je regardais mon reflet. Mes cheveux gris, mes rides, mon corps de femme de 58 ans. « Tu ressembles à un rhinocéros. » Les mots de Philippe résonnèrent dans ma tête. Mais ils ne me faisaient plus mal. Plus du tout. Je souris à mon reflet. « Non, » dis-je à voix haute. Je ressemble à une femme qui a survécu, à une femme qui est debout, à une femme qui est libre. Je me couchais, sereine. Quelques semaines plus tard, en août, je pris une décision importante. J'allais voyager, seule. J'avais toujours rêvé de visiter l'Italie.
Florence, Rome, Venise. Je réservais un billet de train, un petit hôtel. 2 semaines, juste moi et mes rêves. La veille de mon départ, je reçus une lettre. Pas un email, une vraie lettre, manuscrite. L'écriture était familière. Philippe. Mes mains tremblèrent en ouvrant l'enveloppe. Cher Dominique, je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire. Je sais que je ne mérite pas ton attention. Mais j'avais besoin de te dire quelque chose. Je me suis remariée. Nicolas te l'a sûrement dit. Hélène est une femme bien. Elle me rend heureux, d'une certaine façon. Mais chaque jour, je pense à toi, à ce que j'ai détruit, à la femme extraordinaire que tu es et que je n'ai jamais su apprécier. Tu m'as sauvé 2 fois dans ma vie. Quand mes parents sont morts, quand j'étais au chômage. Et comment je t'ai remercié? En te brisant. Je ne demande pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que tu resteras toujours, pour moi, la définition même de la dignité, de la force, de l'amour véritable. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Tu le mérites plus que personne. Adieu, Dominique. Philippe. Je repliai la lettre lentement. Une larme coula sur ma joue, puis une autre. Mais ce n'était pas de la tristesse, c'était de la libération. J'allai dans la cuisine, pris un briquet, je brûlai la lettre au-dessus de l'évier. Le papier se consuma lentement, les mots disparurent dans les flammes. Le passé brûlait. Définitivement. Le lendemain, je partis pour l'Italie. Florence me coupa le souffle. Rome m'émerveilla. Venise me fit pleurer de beauté. Je marchais seul dans les rues pavées. Je visitais des musées. Je mangeais des gélatos sur des places ensoleillées. Je regardais le coucher du soleil depuis le Ponte Vecchio. Et je me sentis vivante, intensément vivante. Un soir, assise dans un petit restaurant à Venise, je levai mon verre de Prosecco. À moi, murmurai-je, à la femme que je suis devenue. Je bus et je souris. Philippe était parti, Mélanie était en prison, Olivier aussi. Et moi, Dominique, 58 ans, divorcée, libre, j'étais là, debout, forte, heureuse. J'avais perdu un mari. Mais j'avais retrouvé quelque chose de bien plus précieux, moi-même. Et ça, personne ne pourrait jamais me le reprendre. Je rentrai à Lyon 2 semaines plus tard, bronzée, reposée, radieuse. Mes amies m'attendaient à la gare. Elles m'embrassèrent, me bombardèrent de questions. Alors, c'était comment? Magique, dis-je simplement. Absolument magique. Nous prîmes un taxi ensemble. En regardant défiler les rues de Lyon, je réalisais quelque chose. Cette ville était toujours la mienne. Mais je n'étais plus la même femme qui l'avait quittée. J'étais plus forte, plus sage, plus libre. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. La vie continuait. Pour Philippe, quelque part à Marseille. Pour moi, ici, à Lyon. 2 vies séparées, 2 chemins différents. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'étais en paix avec ça.